Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un format que vous aimez particulièrement, celui des threads d'horreur et de l'horreur en général. J'ai l'impression que ça plaît beaucoup sur YouTube et c'est ce qui plaît le plus sur ma chaîne, donc j'ai décidé que vous en verriez plus. Donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Évidemment au moment où je tourne cette vidéo je suis à 99 abonnés, il manque un abonné pour être à 100, c'est bon? Vous voulez me laisser frustrer comme ça? Plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour 3 histoires d'horreur, alors posez-vous calmement, en famille, entre amis ou tout seul. On est parti pour 3 mécaniques vraiment différentes. J'espère qu'elles vous plairont. Let's go! La première histoire, c'est l'histoire de Marc et il va nous raconter comment s'est passé son 9e anniversaire. Marc, il explique que c'était un enfant assez timide et introverti et qu'il avait envie d'impressionner un peu ses amis parce qu'il en avait pas beaucoup. Il explique donc que cette histoire implique son meilleur ami de l'époque, Damon. Donc comme je le disais, Marc, il est assez timide et il se présentait jamais de lui-même pour aller aux fêtes et aux événements où il y avait ses amis, etc. Mais ça l'inquiétait un peu parce que justement sur le long terme, il avait peur de perdre ses copains en fait. Il nous explique qu'un jour, il a été très mal à l'aise parce que justement dû à son anxiété un peu sociale. Ce jour-là, son père vient le chercher à l'école et en même temps il y a la mère de Damon qui vient chercher justement Damon et qui propose au père de Marc et à Marc si il veut venir ce week-end à une sorte de parc de caravane. C'est un truc qu'on retrouve pas mal je pense aux États-Unis, un endroit où tu vas passer le week-end dans ta caravane tranquille où il y a des animations etc. C'est un peu un camping de caravane. Donc Marc à ce moment-là il est hyper mal à l'aise parce qu'il est vraiment très introverti et il a du mal à répondre et il a pas envie non plus de vexer la mère de Damon. Du coup il lui dit oui, assez timidement mais il lui dit oui. Vient le vendredi soir où ils partent justement dans ce camp de caravane. Il est assis à côté de Damon et de son frère Lucas, qui lui avait 2 ans de moins que Damon et Marc. Il explique que le voyage s'est bien passé, malgré le fait qu'il se sentait pas très à l'aise et un peu inconfortable. Il pleuvait pas mal, mais le voyage s'est bien passé. Quand ils sont arrivés, Damon et Marc, ils ont regardé 2-3 petits trucs à la télé, et comme il était déjà tard, ils sont partis se coucher. Marc, il explique qu'il avait un téléphone Nokia, vous savez, ces anciens téléphones Nokia là, invincibles, indestructibles, là, les briques, sur lesquels il jouait à Snake, et son père lui avait demandé en arrivant et le soir de lui envoyer un petit SMS pour lui dire que tout va bien. Ce qu'il a fait, et c'est très responsable de sa part, moi je le fais toujours pas, c'est-à-dire que je le faisais pas à 9 ans quand on me dit oui envoie un message pour me dire que tout va bien, je le faisais pas mais maintenant je le fais toujours pas. Désolé maman pour ces longues années où tu t'es inquiété à chaque fois à m'appeler et à me dire t'es sûr que tout va bien parce que tu m'as pas envoyé de message. Désolé, je suis pas responsable moi, j'ai 25 ans et j'ai toujours pas de responsabilité, laissez-moi tranquille, ok? Je suis un enfant, je suis un fœtus, chelou ça quand même hein. Le lendemain, Marc et Damon, ils sont partis dans un magasin dépenser leur argent de poche et l'après-midi, ils sont partis au cirque. Et il dit qu'ils étaient assez mal à l'aise de jouer avec les clowns, etc. Parce que de 1, ça les faisait flipper et de 2, ils étaient jeunes, ils avaient 9 ans, mais tu sais, à 9 ans, t'as envie d'être plus grand, etc. Enfin, ils disaient que c'était pas des gamins et que ça leur faisait bizarre de jouer avec des clowns et que eux, ils étaient trop grands pour ça. Plus tard, le soir, il y avait un spectacle avec un comédien et c'était vraiment un truc typique pour adultes, pour le coup. Et là, Marc et Damon se font vraiment chier. On a tous vécu ce moment quand on était gamin à être là à supporter les trucs des adultes et encore aujourd'hui même en étant adulte on supporte des trucs d'adultes alors que ça nous fait chier clairement. Mais là Marc et Damon se font clairement chier et ils ont qu'une envie, c'est de retourner à la caravane. À la caravane ils veulent regarder du South Park tranquille. Moi à 9 ans j'avais pas l'autorisation de regarder South Park un peu normal en même temps mais bon c'est de la culture Donc Damon fait son petit regard de chien battu à ses parents, qui acceptent finalement de lui donner les clés, mais qui lui demandent de prendre Lucas, donc le petit frère de Damon, avec eux pour retourner à la caravane. Ils prennent les clés, ils acceptent, et ils prennent le chemin qui est hyper sombre, parce que forcément au milieu d'un camp un peu de caravane, etc., il n'y a pas de lumière. Et au début sur la route tout va bien, ils parlent des jouets qu'ils ont achetés, etc., de ce qu'ils vont faire en rentrant à la caravane, et à un moment ils aperçoivent un peu une camionnette blanche avec les portes ouvertes à l'arrière, et ça les interpelle pas plus que ça, puisqu'ils se disent que c'est quelqu'un sûrement qui vient d'arriver et qui est en train de décharger. Au moment où il passe devant cette camionnette, il y a un homme qui sort de l'obscurité et qui marche très lentement vers eux. Mais il explique que c'est pas une démarche normale, c'est vraiment une démarche un peu flippante, comme s'il marchait un peu sur la pointe des pieds et qui voulait pas trop se faire remarquer, mais il le voit s'approcher d'eux, tu vois. Le mec se fige à quelques mètres d'eux, leur fait un sourire un peu bizarre et leur demande « Hé les gars, est-ce qu'il y aurait pas un homme fort parmi vous qui voudrait m'aider à charger cette caisse parce que je me suis fait mal au dos ?» À cette époque-là, Marc il explique qu'on n'expliquait pas autant aux enfants de faire attention aux étrangers, etc., qui t'attirent dans leur camionnette ou dans leur voiture avec des bonbons, etc. Enfin bref, ce qu'on a tous déjà entendu. Mais Marc, il a quand même le pressentiment que ce mec est bizarre et qu'il faut pas le suivre et qu'il faut pas l'écouter. Et du coup, à ce moment-là, Marc, il a plein de pensées. Il se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va appeler son père? Il est à des dizaines de kilomètres. Crier à l'aide, sachant qu'il n'y a personne autour vu que les caravanes sont vides et que tout le monde est aux différentes animations. Il pense même à le combattre, mais il se rend vite compte que ça va être compliqué. Marc, il sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Il pensait que les choses pouvaient pas être pires, mais il se trompe.
Damon et Mark, ils vont pas répondre, ils vont rester figés, mais le petit frère de Damon, Lucas, lui va répondre « Oui, moi je suis fort, je peux t'aider », de la manière la plus innocente possible. Et à ce moment-là, Mark il explique que le visage du mec, il était horrible. Il a fait un sourire totalement déformé. On aurait dit de ses propos qu'une araignée venait d'attraper une mouche dans sa toile. Damon a directement réagi et a dit à son frère « C'est non, tu ne vas pas vers ce monsieur ». À ce stade, Mark il a un peu honte de ce qui s'est passé, mais en fait il a continué tout simplement à marcher vers la caravane sans se retourner. Il avait tellement peur. Il ne savait pas, il s'imaginait que peut-être l'homme allait tuer Lucas devant lui ou qu'il allait réussir à les attraper tous les trois. Bref, Mark il est terrorisé. La seule chose à laquelle il pensait, c'était marcher tout droit vers la caravane et peut-être essayer de trouver quelqu'un qui pourrait les aider. Quelques secondes plus tard, il entend Damon et Lucas qui courent derrière lui et qui crient « Courez !» À ce moment-là, les trois garçons courent vers la caravane le plus vite qu'ils peuvent, sans se retourner. Ils courent. Alors qu'ils approchent de la caravane, Mark reprend ses esprits et demande à Damon pourquoi ils iraient pas simplement rejoindre ses parents à l'endroit où il y a les animations. Et Damon lui répond simplement au milieu un peu de ses pleurs et la reprise de son souffle « Mais tu crois vraiment qu'on va courir dans sa direction à lui ?» Damon, pour l'instant, fouille dans sa poche, trouve les clés, sauf qu'ils ne savent pas pourquoi. Ils essayent toutes les clés, mais aucune des clés n'ouvre la caravane. Ils sont donc maintenant coincés devant une caravane qui ne s'ouvre pas, des clés inutiles et un homme qui arrive sur eux avec sûrement des idées malsaines. Étrangement, le seul à ne pas pleurer, à ne pas paniquer, c'était Lucas. Et il explique que peut-être comme il était plus jeune, il se rendait vraiment pas compte de la situation dangereuse dans laquelle ils étaient. Finalement, Mark décide de convaincre les deux autres qu'il faut retourner aux animations et retrouver les parents de Damon. Ils ont finalement recouru dans la direction du mec en s'éloignant le plus possible de lui. Ils ont couru le plus vite possible et là, comparé à avant, il explique que ce n'était rien. Ils couraient encore plus vite. Au moment où ils vont repasser devant la camionnette, ils entendent un cri dégoûtant. Il explique vraiment ça, un cri dégoûtant et horrible. On n'aurait même pas dit un être humain. Ils se sont figés pendant quelques secondes, se sont retournés et ont vu l'homme courir vers eux en criant comme une bête. Les trois garçons qui pleuraient encore se sont retournés une nouvelle fois et ont couru le plus vite possible vers les animations. Ils ont finalement réussi à atteindre l'animation et à retrouver les parents de Damon qui n'ont pas compris pourquoi les garçons arrivaient dans cet état-là. Ils ont totalement fondu en larmes de peur et de soulagement. La mère de Damon est restée bouche bée devant leurs explications. Ils ont finalement fini par rentrer tous ensemble sans jamais recroiser cet homme qui criait comme une bête et comme un monstre. Le lendemain matin, Mark a demandé à rentrer immédiatement chez lui, il ne voulait plus rester sur place et on le comprend tout à fait. Aujourd'hui, il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là, ni pourquoi l'homme a crié, même s'il a un peu ses idées. Il dit que bien heureusement, personne n'a été tué ou agressé cette nuit-là, et qu'il n'a jamais eu autant peur de toute sa vie. Waouh, sacré histoire, hein, avec des enfants, etc. et un mec chelou, hein, clairement chelou, hein, qui crie comme une bête, etc. Ça fait flipper, donc les enfants, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette chaîne, faites attention. Et les adultes aussi, faites attention, hein, parce qu'il y a aussi des mecs chelous qui pourraient vous courir après en criant comme des demeurés, là, ou comme des fous, comme des bêtes. Franchement, ça doit faire flipper, hein. Dans le noir, t'as un mec qui te suit, il se met à crier comme une bête, comme un monstre, là, il te court après quand ça... Mon dieu, je pense qu'il y en a plus d'un que ça ferait flipper, hein, vraiment. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'Andrew. Andrew, il était garde forestier dans les années 90 pour l'armée. Il était chargé en fait de rester en haut de sa tour de garde et de surveiller les départs d'incendie, qu'ils soient naturels ou criminels. Donc la plupart de sa journée consistait à rester en haut de sa tour, à regarder avec les jumelles s'il y avait des départs de feu, à faire des promenades aussi autour de la tour et à ne pas se faire repérer par les ours et les loups. Stylé, mais un peu dangereux. Il explique que la façon dont il travaillait à l'époque, c'était une semaine de travail et une semaine de congé. Du coup, il dormait dans la tour. Dans la tour, il y avait tout ce qu'il fallait pour dormir et faire à manger. Et pas loin, il y avait des sanitaires pour pouvoir se laver, etc. Un jour, alors qu'il faisait une promenade autour de sa tour, il est tombé sur un piège à ours illégal. Il a déclenché le piège en toute sécurité, puis il l'a amené au niveau de la tour de contrôle un peu des gardes forestiers. Il explique que le braconnage dans le parc était illégal et que c'était passible d'une grosse amende et d'une peine de prison, mais que ça n'empêchait pas les braconniers d'essayer. Il explique que dans chaque tour, ils étaient maintenant équipés d'un fusil parce qu'il y a quelques semaines, un collègue à eux s'était fait déchiqueter par un grizzly. Donc le fusil n'était pas forcément là pour tuer le grizzly, mais surtout pour dissuader. Donc après avoir trouvé le piège, il a quand même un peu inspecté la zone, il a regardé aussi avec ses jumelles depuis sa tour de garde. Il a appelé son collègue Ben qui dit qu'il avait rien vu d'anormal non plus, mais que lui aussi avait rencontré quelques pièges le jour même. Le même soir, alors qu'Andrew se faisait tranquillement manger et qu'il écrivait à sa future femme, puisqu'il le sait maintenant que c'était sa femme, il entend un camion qui s'arrête pas loin de sa tour. Au début, Andrew il pense que c'est Ben parce que souvent Ben venait rendre visite à Andrew et ils buvaient un coup ensemble, etc. Voilà, ils passaient une bonne soirée tous les deux. Sauf qu'à la
la place, il voit 4 hommes sortir d'une camionnette. Ces hommes-là, ils étaient équipés de fusils, et sur les 4, il y en avait un qui faisait le guet et qui regardait autour d'eux, et les 3 autres ont commencé à sortir des pièges et à les installer. À ce moment-là, Andrew, il attrape son fusil, et il commence à descendre l'échelle. Il explique qu'à l'époque, il était jeune, il n'avait que 21 ans, et c'était seulement son 2e déploiement, et que du coup, il était assez naïf. Il explique aussi qu'il aurait dû appeler d'autres rangers, mais qu'en fait, il pensait pouvoir régler la situation en parlant calmement, sauf que ces hommes-là ne vont pas l'entendre de la même manière. Il est à peine descendu de l'échelle et a voulu demander ce qu'il faisait, qu'il s'est fait attraper par les mecs, qu'il s'est fait brutalement bousculer, sa lampe est tombée par terre et s'est éclatée. Le fusil lui a été enlevé et il a senti son souffle coupé au moment où il a pris un coup de genou dans les côtes. À peine il a eu le temps de reprendre son souffle qu'il a été attrapé par 2 autres hommes qui l'ont emmené plus loin dans les bois. Il explique qu'habituellement on entend énormément la forêt, qu'il y a plein de sons qui viennent de partout dans la forêt, que c'est vraiment bruyant, mais que là il n'entendait plus rien. Ils ont finalement fini par le mettre à genoux et là il a senti des larmes monter. Il a entendu derrière lui le bruit d'une arme qui se chargeait, il a fermé les yeux et a prié. Quand d'un coup il s'est fait réveiller par un son, et c'était en fait le bruit des sirènes de ses collègues qui avaient essayé de prévenir Andrew qu'ils avaient entendu le bruit d'un véhicule, et quand ils ont vu que Andrew ne répondait pas, ils sont directement allés à sa tour de garde. Les gars lui ont clairement sauvé la vie. Les braconniers ont finalement réussi à être arrêtés sans qu'Andrew n'ait rien à part quelques bleus. Ben, son collègue avec qui il buvait des coups souvent le soir, l'a reconduit à la tour alors que Andrew tremblait encore de tout son corps. Il ne lui a pas reproché de ne pas avoir suivi la procédure qui est normalement d'appeler justement d'autres gardes. Il explique qu'il a quitté ce travail quelques mois plus tard pour avoir un travail beaucoup plus calme, mais que après ça il n'a plus rencontré le braconnier. Il est resté en contact un peu de loin avec Ben pendant plusieurs années, mais le temps a fait, comme vous le savez, comme ça arrive souvent, qu'ils se sont un peu perdus de vue. Et il y a quelques années, Andrew il a recherché sur internet Ben, il a finalement découvert qu'il était mort il y a quelques mois à l'âge de 75 ans. Il explique qu'il voulait le retrouver parce que c'est quand même lui qui lui a sauvé la vie. On ne sait pas ce qui se serait passé si Ben n'avait pas été là, et si ses collègues en tout cas n'avaient pas été là, mais je pense qu'il leur doit une reconnaissance éternelle, pour ceux qu'on la rêve. Non, je rigole, mais c'est une histoire de fou quand même. Hein. Et finalement, le danger, c'était pas les ours et les loups, hein, parce que les ours et les loups, bon, à part qu'un mec s'est fait déchiqueter quelques semaines avant ce qui arrivait à Andrew, bon. Mais bon, à part ça, finalement, le plus gros risque pour Andrew, c'était les mecs, hein. Pas très étonnant. La troisième et dernière histoire, c'est l'histoire de Jason, qui nous explique qu'il y a quelques années, il gardait la maison de son père à Montréal pendant qu'il était parti en vacances. Pendant ce temps-là, il y avait que sa sœur et lui dans la maison, et que le soir où s'est passée l'histoire, sa sœur a mangé, etc. Enfin, ils ont mangé ensemble, elle est montée dans sa chambre, et lui, il s'est mis tranquillement devant la télé. Il commençait à s'endormir quand quelqu'un a sonné à la porte. Il ouvre les yeux parce qu'il est extirpé un peu de son sommeil, et il regarde l'heure, il voit qu'il est 23h30, et il se dit, mais qui vient sonner à 23h30 le soir comme ça chez les gens? Il regarde par la fenêtre, et il voit un mec un peu débraillé, pas très bien habillé, un peu sale sur lui, et il se dit que sûrement il avait besoin d'aide, donc il va pour lui ouvrir. Donc Jason, il ouvre la porte, il lui demande comment il peut l'aider. Et l'homme a simplement répondu sans dire bonjour ni rien, est-ce que James est à la maison? Pour vous expliquer l'histoire, il n'y avait qu'un James qui a vécu dans cette maison. Il y a quelques années, c'était un homme qui travaillait avec le père de Jason, et il vivait grosso modo avec le père de Jason la semaine, et le week-end il était convenu qu'il rentre chez lui, parce que comme il bossait dans la même entreprise, le père de Jason avait accepté de le loger et qu'ils vivent ensemble grosso modo en coloc dans cette maison. Sauf qu'au moment de l'histoire, au moment où le mec demande James, le mec avait pris sa retraite depuis un moment, il était reparti dans sa ville natale, et du coup il était plus là depuis plusieurs années. Il explique que ça aurait dû quand même le mettre en garde, mais au final ça lui a fait un peu baisser sa garde parce qu'il avait l'air de connaître quelqu'un que lui-même connaissait. Enfin, vous voyez le délire, il devait se dire, voilà, c'est quelqu'un d'assez proche, tout ça. Ça lui a quand même fait baisser sa garde. Donc, naturellement, Jason va lui répondre que James ne vit plus là depuis plusieurs années et l'étranger va le remercier et s'en aller, tout simplement. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là. Pendant que cet étranger descendait les marches, Jason, il remarque que sur la camionnette marron de l'étranger, il n'y a plus de plaques. Il relève pas du tout, il ferme la porte à clé, il se réeffondre sur le canapé parce qu'il est crevé. Et il se met des petits documentaires tranquillement, il se pose, voilà, il est posé tranquille, vous savez, le soir, tranquillement devant une petite émission. Au moment où il recommence à s'endormir, de nouveau, la sonnette sonne. À ce moment-là, il est encore extirpé de son sommeil, il n'a pas besoin vraiment de regarder l'heure pour voir qu'il est déjà plus de minuit. Jason, il regarde par la fenêtre et il voit le même mec qui avait demandé James, qui était revenu sonner chez eux. À ce moment-là, quand Jason se rapproche de la porte pour de nouveau ouvrir, il est quand même un peu inquiet et il se met un peu sur ses gardes. Il se dit que ce mec est quand même bizarre. Donc au moment où il ouvre la porte, il prend soin de garder son pied collé à la porte au cas où le mec voudrait essayer d'ouvrir la porte. Encore une fois, Jason gentiment lui demande comment il peut l'aider. Le mec avait pas l'air vraiment à l'aise comme tout à l'heure, moins calme, il bougeait un peu sur lui-même, etc. Et il commence à lui raconter une histoire. Il lui dit qu'il sait que ça va sembler bizarre, mais qu'il y a quelques années, il faisait des travaux dans ce quartier et qu'il a vu une belle femme qui vivait ici, dans la maison où vivait James. Et qu'elle avait une belle paire de chaussures blanches et qu'il aimerait vraiment les avoir.
Juste avant, on se dit c'est un mec chelou qui est tombé amoureux d'une femme il y a quelques années et qui veut la stalker, etc. Non, non, là il veut ses chaussures. Là, Jason il a commencé à réfléchir et il se dit c'est vrai qu'il y a quelques années il y avait des travaux dans ce quartier puisque c'était un nouveau quartier, mais par contre il n'y a jamais eu aucune femme qui a vécu dans la maison avec James et avec son père, etc. Puisque ça faisait longtemps que son père est divorcé de sa femme, qu'il n'a pas eu de copine entre temps, et que James non plus n'a jamais ramené de femme à la maison, grosso modo. Jason à ce moment-là répond simplement qu'il n'y a pas de femmes qui vivent ici, et que de toute façon les chaussures ne seraient sûrement plus là en fait, ce qui semble à peu près logique. L'homme a commencé à insister, il a dit non mais c'est les plus belles chaussures de ma vie que j'ai jamais vues, je vous les achète, attendez regardez je vous les paie. Il a plongé sa main dans sa poche pour sortir quelques cents, quelques centimes, quelques euros qui de toute façon faisaient pas une grosse somme. Jason il lui a simplement dit non de la tête et le mec a continué et l'a supplié de le laisser rentrer pour qu'il puisse voir les chaussures et qu'il allait le payer, etc. Que tout allait bien, qu'il allait le payer et qu'il allait les acheter les chaussures, donc tout va bien. Tout va bien, tu veux rentrer à la maison pour trouver des chaussures blanches. C'est quoi cette excuse de merde? À ce moment là, Jason il est un peu saoulé, il lui dit écoute les chaussures elles sont pas là et je pense que tu ferais mieux de partir. Jason il va pour fermer la porte, à ce moment là il sait très bien que ça commence à devenir chelou et qu'il faut vite qu'il ferme la porte et qu'il se mette en sécurité. Au moment où il pousse la porte pour la fermer, l'homme tend ses bras pour essayer d'empêcher la porte de se fermer. Il lui a finalement coincé en partie le bras dans la porte et a continué à pousser jusqu'à ce que le mec lâche. Il a réussi à fermer le plus doucement possible pour ne pas réveiller sa sœur qui est à l'étage du mieux qu'il pouvait. Il a fermé à clé et à ce moment là il a vu la poignée tourner parce qu'il essayait d'ouvrir la porte de l'autre côté. Une fois que le mec a réalisé qu'il rentrerait pas par ce côté, il a commencé à dévaler les escaliers et Jason a couru vers la fenêtre pour voir où il allait et il a vu qu'il commençait à faire le tour de la maison. À ce moment-là, Jason son adrénaline elle monte et il cherche une arme dans la maison, il tombe sur un club de golf dont il va se servir pour se protéger et faire le tour des portes de la maison pour vérifier que tout est bien verrouillé et que l'homme ne pourra pas rentrer. Finalement, il voit l'homme qui fait le tour de la maison, qui essaie d'ouvrir toutes les portes, mais Jason a réussi à tout fermer et la plupart étaient déjà fermées. Il court quand même vers sa sœur pour la prévenir et lui expliquer la situation. Finalement, par la fenêtre, il le voit s'enfuir dans son camion qui n'a plus de plaque. Jason a finalement appelé la police et quand ils sont arrivés, il leur a expliqué toute l'histoire et le policier lui a dit c'est l'histoire la plus étrange que j'ai jamais entendue. Et pourtant, ils doivent en entendre des histoires à mon avis, hein. Des trucs chelous. Jason il garde un traumatisme assez profond de ça, il explique que des fois quand il ferme les yeux, il voit cet homme en fait réussir à ouvrir la porte, à se jeter en fait au moment où il essaie de fermer la porte, il voit son visage un peu déformé, vous savez un peu dégueulasse quoi, un peu flippant, et qu'il arrive à faire des choses bizarres comme ses projets qu'il avait pour la soirée, il sait pas trop ce qu'il cherchait mais bon il s'imagine plein de trucs quoi. Donc voilà, plein de trucs passent dans sa tête, il se demande souvent ce qui se serait passé s'il était rentré dans son jeu, etc., qu'il avait cru à son histoire. En tout cas, il est juste content aujourd'hui que rien ne se soit passé et qu'il ait pu réagir à temps. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu, hein, autant que les autres, c'est vraiment 3 histoires différentes, surtout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, à partager et à vous abonner, s'il vous plaît, moi ça m'aide énormément, et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le dire, je sais que vous le dites déjà dans les commentaires, et moi ça me fait vraiment plaisir, ça me motive, et ça me soutient à 200%. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bonjour, bonsoir, tchuss.